je suis un PD et j'aime le rap. Si aujourd'hui c'est pas étonnant, il y a encore 30 ans on m'aurait fusillé du regard, voire fusillé tout court. Et pendant toutes ces années j'en ai eu rien à foutre. Mais voilà, aujourd'hui je suis en adulte et je me la pose la question. Donc j'avais besoin de faire une rétrospective pour comprendre comment un genre né dans l'homophobie a pu devenir aujourd'hui un espace où les artistes queer s'assument pleinement. I've been going through something. Be afraid. Tell him. You are now about to witness the strength of street knowledge. Tout ça commence vraiment à la fin des années 80, à la naissance du gangsta rap. Des vestes en cuir, des meufs à walp, des litrons de coke, des guns, de belles jawlines et une petite haine envers un type très précis de gens. À l'époque, le rap est une bavarde viriliste à l'homophobie explicite. Le gangsta rap de la fin des années 80 valorisait une masculinité agressive où la féminité est symbole de faiblesse. Dans ce contexte, Eazy-E, le leader de NWA, pouvait se vanter d'avoir tiré sur une personne transgenre en déclarant Évidemment, cette rhétorique s'inscrivait dans une logique des quartiers très difficiles de banlieue américaine où l'image du gars dur permet de vivre et de faire peur. Surtout que malheureusement, c'est des quartiers où le système scolaire est particulièrement défaillant. Et comme vous le savez, là où il y a ignorance, il y a homophobie. S'il faut le rappeler, machisme, sexisme et homophobie sont inextricablement liés entre eux. Je dois dire que quand j'écoute NWA aujourd'hui, je la comprends cette rage, elle sort pas de nulle part. Mais je me rends aussi compte que je suis pas invité à la fête, tout simplement. Parce qu'à l'époque, être un homme, c'est d'abord prouver qu'on ressemble pas à eux. Et eux, ils se montrent de plus en plus. Parce que oui, la fin des années 80, c'est une période de massification des clubs gays dérivés des discothèques des années 70. Dans le contexte difficile de la fin des années 70, où le racisme, l'homophobie, la pauvreté et le sida sont en train de détruire la communauté gay, les discothèques sont un lieu de rencontre et de création d'une nouvelle famille pour des communautés la plupart du temps rejetées. Ils se réunissent autour de bals et c'est là-bas que va être créé le voguing, avec les poses qui la caractérisent et qui vont être très marquantes surtout aujourd'hui. Et qu'on soit d'accord, à l'époque entre la communauté rap et la communauté gay, il y a un gros clash. Mais dans le fond, c'est les mêmes luttes, c'est le même besoin de reconnaissance, même si ça passe pas par le même langage. Les uns subliment la fluidité, les autres glorifient la dureté. Mais à travers tout ça, on voit surtout les deux visages d'une même Amérique marginalisée. Et je pense que l'un des trucs les plus significatifs de la mentalité de l'époque, c'est simplement le clash Nas versus Jay-Z. Ces deux gars viennent littéralement de deux quartiers opposés de New York. Ils sont faits pour s'embrouiller parce qu'il y a qu'une place pour être le king de New York et clairement il y a bataille. Et donc on arrive là où je veux en venir. Au milieu du clash, Nas va lâcher de façon tout à fait anodine cette ref absolument homophobe. Le pire c'est qu'à l'époque ce qui va faire scandale c'est pas cette histoire là d'homophobie, c'est ce que Jay-Z a dit sur la mère des enfants de Nas. Franchement s'il faut faire des finalités, on peut dire que dans le rap de l'époque, on a dit pas les mamans mais les gays ça va. En vrai à l'époque quand t'es en clash, insulter l'autre de gay c'est un passage obligé, tu peux pas passer outre. C'est ce que Mark Lamont Hill appelle le lyrical outing. Cette manière d'attaquer un rival en insinuant qu'il est gay, juste pour le discréditer, pour le rendre moins homme. Qu'on soit d'accord, quand Nas dit ça, il est pas vraiment en train d'accuser Jay-Z d'être gay. C'est juste une façon de le discréditer, il aurait pu le traiter de sale. Mais il a préféré le traiter de gay. Donc logiquement dans ce cadre, la peur d'être perçu comme gay ou féminin joue un vrai rôle dans le fait de pousser les rappeurs à se distancier absolument de toute féminité. Et ça, quitte à surjouer complètement. Mais alors peut-être on se pose 2 secondes pour comprendre ce qui se passe vraiment là-dedans. Parce qu'au fond tout ça c'est pas juste une question de style ou de virilité, c'est une question de rôle. Mais c'est exactement ce que développe Judith Butler, philosophe américaine et figure majeure des études de genre. Butler explique que le genre ce n'est pas quelque chose qu'on est, mais quelque chose qu'on fait. Une performance sociale qu'on répète jour après jour, jusqu'à ce qu'elle paraisse naturelle. Dans le rap, ce rôle-là, celui du mec dur, hétéro, insensible, c'est une performance parmi les plus codifiées de la culture populaire. Mais alors quand un artiste sort de ce script, quand il montre sa fragilité au bruit les codes du genre, là il ne fait pas juste un choix esthétique, il met en crise l'ordre social lui-même. Donc pour beaucoup de rappeurs, chanter des insultes homophobes c'est une façon d'affirmer son rôle. Et donc vous imaginez bien dans cet environnement, l'accusation réelle d'homosexualité peut ruiner des carrières. Et des carrières brisées, il y en a eu. Les allégations de bisexualité de Big Daddy Kane font partie des premières sorties publiques du rap. Tout ça commence en 1989 lorsqu'une rumeur affirme que Big Daddy Kane serait en train de mourir du sida. Alors c'était faux, mais ça a fait planer le soupçon d'homosexualité sur le rappeur. Et dans tout ça, ça a menacé son image virile et ça a marqué le premier outing dans le hip-hop. Pour s'en défendre, Kane dut réaffirmer sa sexualité hétérosexuelle dans des chansons et des interviews. Mais sa carrière s'en est jamais vraiment remis et il a fait flop sur flop avant de tout arrêter. Ironiquement, le seul qui est mort du sida dans cette histoire, c'est Eazy-E. Cet enchaînement raconte tout. Le rap a longtemps été un espace de surveillance et de punition pour quiconque s'écartait trop des normes viriles imposées par son environnement. Eux, fallait pas leur parler de lutte intersectionnelle. La mentale de l'époque, c'est moi contre les autres dans ce qui est finalement une norme certes alternative, mais aussi très refermée sur ses propres codes. D'ailleurs, ces codes ont quand même longtemps desservi le rap, utilisé comme épouvantail de principes par la culture dominante à l'homophobie plus mondaine, pour ne pas questionner le rejet probablement plus profond qu'ils avaient envers cette culture, notamment envers le rap conscient et logiquement plus déstabilisant. Mais le temps passe et le rap, comme la société, évolue. Les années 2000, c'est le moment où le rap commence à sérieusement truster le haut des charts. Si c'est l'avènement du gangsta rap avec des The Game ou 50 Cent, c'est aussi le moment où un rap plus gentil et familial émerge. Un rap qui tente de montrer qu'il est friendly. Kanye West dénonçait publiquement l'homophobie des autres rappeurs en 2005. Everybody in hip-hop
discriminates against gay people. Sauf qu'en fait, ça l'a pas empêché d'utiliser le terme no homo dans ses textes jusqu'en 2009. Cette contradiction illustre la difficulté de concilier un engagement et maintenir une image tout de même virile. J'ai envie de dire, il a le droit de se montrer allié dans les interviews, mais la musique, elle, doit rester rap dans tout ce que ça veut dire à l'époque. Matter of fact, the exact opposite word of hip-hop, I think, is gay. Et bien sûr, vous l'avez constaté, mais tout ça, ça reste une période où la communauté en elle-même est écartée du rap. Puis dès 2015, de gros artistes vont se permettre de brouiller la ligne. Le meilleur exemple pour moi, c'est Young Thug, qui se permet de poser en robe Alessandro Trincone sur la pochette du mythique Jeffrey. Alors, est-ce que c'est un geste de provocation, un outil marketing ou un vrai fuck au code de genre? Difficile à dire. J'ai quand même mon avis sur la question. J'ai l'impression que ça symbolise quand même bien le moment de l'histoire du rap où Young Thug arrive. Cette robe, c'est pas juste une robe, c'est une démission symbolique du rôle de rappeur viril. Le dernier clou dans la fin de l'image publique du rap comme un truc uniquement de voyous. Mais du coup, ils sont où les queers à cette période dans le rap? Au début des années 2010, une nouvelle scène rap émerge dans l'underground américain. Je pense à des figures comme Mickey Blongo ou Zebra Cats. Ils vont rester vraiment très underground jusqu'à ce que les médias découvrent cette scène. Sauf que le problème, c'est qu'ils savent pas comment la nommer et donc ils vont parler de homo hop comme si c'était un genre à part. Problème, ces artistes, eux, ne veulent pas être définis par leur orientation, mais par leur art. Pour eux, être un rappeur queer, c'est pas faire du rap gay, c'est faire du rap point. Et ils ont pas tort. L'étiquette devient une nouvelle forme de marginalisation. Elle crée l'illusion qu'il n'y a de place que pour un seul artiste LGBT à la fois, comme si c'était une case à cocher dans un système qui reste fondamentalement hétérocentré. Le vrai succès d'artiste queer finit par arriver un tout petit peu plus tard. Évidemment, il y a Frank Ocean, même si c'est plutôt de la pop, qui a un énorme succès avec Blonde en 2016. Et c'est un album où il se cache pas du tout de sa bisexualité. En parallèle, Young M.A, rappeuse lesbienne, a un succès massif avec le single Ooh en 2016. Ça marque une étape majeure dans la représentation des LGBT dans le rap. Mais soyons honnêtes, elle est bien vue parce qu'elle reprend la posture machiste et objectivante des femmes qu'il y a dans le cliché outrancier du rap. Yeah, I'm pretty, but I'm loco. The loud got me moving slow-mo. Hey yo, Tweety, where the hoes, bro? Et ça, dans un certain sens, c'est un peu homophobe. Parce que ça va non seulement dans le cliché de la lesbienne camionneuse, mais ça répond aussi au fantasme hétérosexuel sur la lesbianité. Enfin, globalement, ces succès-là montrent que tu peux percer en tant que queer, mais seulement si tu restes dans les clous de ce qui est attendu de la part d'un LGBT. Ocean, le bisexuel, montre sa sensibilité, Young M.A, la lesbienne, sa virilité. Ces deux côtés, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une posture émancipatoire. De nos jours plus que jamais, les musiques héritées des scènes queer, de la white trash culture et de la marginalité blanche sont mises en avant. Et le rap fait partie des mouvements les plus réceptifs à cela. En France, la rappeuse Petite Sœur symbolise bien cette nouvelle vague. Elle arrive avec une esthétique musicale sale, digitale, crue. Elle symbolise une new gen émergeant d'enfance complexe, souvent rurale, avec une sociabilisation très centrée sur le numérique. Ses références à des expériences trans et l'ironie typiquement mémesque de ses textes la placent parmi les artistes qui bousculent les codes en allant dans des chemins jamais abordés dans le rap. Par exemple, sur le projet commun Pretty Dollar Corps qu'elle a sorti en collab avec Femme2Go, est un projet sur lequel est évoquée la prostitution masculine, la dysphorie de genre, l'expression de soi, tout ça tout en gardant des thèmes très OG hip-hop qui sont fortement délaissés par le rap actuel. Par exemple, l'importance de l'authenticité. S'il vous plaît, écoutez 2 secondes, c'est l'heure de vous reconnecter à votre sensibilité. Brisez le pattern, bande de gays. Transformez la boucle en spirale ascendante. Et dans tout ça, elle n'est pas catégorisée uniquement comme une trans. Elle use de la spécificité de sa situation pour mettre en avant ses propres problématiques et thèmes, sans tomber dans le cliché. Et derrière cette façon de faire, il y a quelque chose de kem. Le kem, c'est un truc profondément LGBT. Cette esthétique exagérée, ironique, surjouée. Et dans la musique de Sœur, ça se montre comme je l'ai dit avant, avec des textes un peu mémesques, avec des prods surchargés, avec des glitches, avec des vannes, avec des changements toutes les 3 secondes. Et même dans l'esthétique, elle a des vêtements flashy, des postures théâtrales, elle a une attitude à la fois fragile et arrogante. Qui veulent tuer le président. Vient évaluer le patron. Faut tuer Emmanuel Macron. Tout ça pose un personnage alt qui s'assume et qui joue du flou de genre pour affirmer son côté weird, marginal. Et au niveau du public, ça marche. Pretty Dollar Corps tourne en boucle depuis presque 2 mois. Et tout ça, qu'on le veuille ou non, avec un projet qui est du putain de peura qui découpe. En France, que ce soit Petite Sœur, mais aussi toute la scène qui la suit plus ou moins, avec les Femme2Go, les Sim 01, les Waiting Shit et GM Rose, incarne un vrai renouveau du rap. Et dans tout ça, on peut conclure. Le rap a été un espace de rejet, puis de résistance, puis d'émancipation. Aujourd'hui, le rap n'a plus besoin d'un futur parce qu'il est déjà partout. Et que tant qu'on se cherche, qu'on se bat, qu'on se raconte, le rap lui continue de vivre. Allez, soyez vous-même et arrêtez de vous sentir menacé par les autres. La meilleure manière de soutenir cette scène, c'est de plus la réduire à des étiquettes et de savoir apprécier la multiplicité des styles, de Eazy à Petite Sœur. On n'aura pas de slogan intéressant, pas de musique, juste des PD qui marchent comme des zombies.